Bonjour, je suis sociologue, je travaille avec le professeur Elie Azoulay ici à Paris dans le groupe de recherche Famiréa et je vais donc vous parler des séquelles chez les patients et chez leurs proches. Donc voici le schéma en quelque sorte de ma présentation. On va d'abord parler du patient qui sort donc de réanimation. Il peut présenter des troubles physiques, mais on ne va pas en parler ici. Et il peut présenter également, on va le voir, des troubles psychologiques et puis des altérations dans sa vie sociale et ou professionnelle en fonction de son âge, bien entendu. Et puis de l'autre côté, nous avons le proche qui, lui aussi, va présenter des troubles psychologiques et des altérations de sa vie sociale et professionnelle à cause de ce qu'il a vécu en quelque sorte en réanimation et aussi du fait que son proche, qui est sorti de réanimation, peut aller, ne va pas toujours très bien. Donc on va commencer par le patient. Premier trouble dont on parle beaucoup, c'est l'état de stress post-traumatique. Pour ceux qui ne connaissent pas très bien ce concept, je tiens à rappeler que pour définir cet état ces symptômes de stress post-traumatique, il faut que le sujet ait vécu, qu'il ait été témoin ou qu'il ait été confronté à un ou à des événements durant lesquels les individus ont pu trouver la mort, être très gravement blessés, ont été menacés de mort ou de blessures graves, et durant lesquels son intégrité physique ou celle d'autrui a pu être menacée. Et il faut qu'au cours de cette expérience, ces réactions soient en général, il a ressenti de la peur intense, un sentiment d'impuissance ou d'horreur. On a mesuré cet état chez les victimes de catastrophes naturelles, par exemple, mais aussi chez les victimes d'agressions sexuelles. Et donc, on va mesurer 3 types de symptômes. Il faut attendre au moins 3 mois après l'événement pour mesurer ces symptômes. Des symptômes d'intrusion, donc ça va être des souvenirs envahissants. La personne est en train de faire la vaisselle et puis là, elle a des images qui lui reviennent du plafond, du lit, de la chambre dans laquelle il était couché dans le service de réanimation. Il ne peut pas s'en empêcher, ce n'est pas quelque chose qu'il peut contrôler. Des symptômes d'évitement et d'émoussement. Un patient qui vit, par exemple, en face de l'hôpital, qui ne peut plus sortir de chez lui, et je vous parle de ce cas parce qu'on a eu l'occasion de discuter avec un patient qui s'est arrivé, il ne pouvait plus sortir de chez lui parce que ça lui rappelait trop ce qui s'était passé en réanimation, il n'y arrivait plus. Et des symptômes neurovégétatifs, de l'irritabilité, des accès de colère, etc. Donc tout ça pour dire, ce n'est pas un petit peu de stress, c'est une souffrance clinique forte avec des impacts sur la vie sociale, professionnelle et affective. La prévalence de cet état dans la population générale est de 1,2% chez les hommes et de 2,7% chez les femmes. Et vous le voyez, par rapport à d'autres types de patients qui ont vécu d'autres expériences, eh bien, la prévalence est plus forte chez les patients qui sont passés par un service de réanimation. Il y a beaucoup d'études qui mesurent cet état de stress post-traumatique chez les patients qui sortent de réanimation. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à partir de 3 mois, entre 15 et 50% en fonction des études, des patients de réanimation présentent ou sont à risque de présenter un état de stress post-traumatique et que cet état ne diminue pas rapidement avec le temps. C'est quelque chose qui peut persister assez longtemps. Quels sont les facteurs de risque associés à cet état en lien avec la réanimation ? Vous le voyez, la durée du séjour en réanimation, la durée de la ventilation mécanique, les doses plus élevées de sédation et puis le fait d'avoir des souvenirs traumatiques en lien avec ce séjour en réanimation ou des faux souvenirs en lien avec la réanimation. Et d'ailleurs, il y a cette étude qui montre que l'absence de souvenirs augmente le risque de présenter un état de stress post-traumatique. Et vous voyez dans cette étude que 39% des patients présentent des faux souvenirs après un séjour en réanimation. D'ailleurs, je voudrais du coup vous parler ici de ce symptôme qu'on appelle le trou réad. C'est un symptôme développé par les psychologues. La réanimation, nous disent les patients, c'est un autre monde, c'est un trou, c'est un cauchemar. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, quand il sort de réanimation, au lieu d'avoir un souvenir précis de ce qui s'est passé, le patient peut avoir que des souvenirs vagues
des traces en fait fragmentées et floues, basées sur ce qu'il a le sentiment d'avoir vécu et pas forcément sur la réalité objective. Et donc cette impression va lui donner le sentiment justement d'une sorte de trou de la mémoire, c'est ce qu'on appelle le trou réa. Et ce qui est le plus important à retenir, c'est que le patient n'arrive pas à donner un sens à son expérience. C'est pas tant qu'il n'ait pas un souvenir très précis de tout, c'est qu'il n'arrive pas à comprendre dans l'ensemble ce qui s'est passé. Et donc, ça a un impact sur sa qualité de vie, la qualité du sommeil, sur son identité, évidemment. Et ce sont des patients qui se sentent assez isolés. Ici, un témoignage d'un patient qu'on a interrogé qui nous dit, plusieurs mois après la sortie de réanimation, « J'ai un grand trou noir, c'est comme si j'étais mort, puis que je me suis réveillée d'un coup, je n'ai aucun souvenir. » Donc vous imaginez que ça peut être quand même assez troublant. D'autres troubles psychologiques sont mesurés, les symptômes d'anxiété et de dépression. Qu'est-ce que c'est ? L'état anxieux, ce sont des manifestations neurovégétatives, de l'anxiété diffuse, ou au contraire des attaques de panique, donc de l'anxiété aiguë, une inhibition de la pensée, et puis un repli sur soi, un refus de communiquer. Et l'état dépressif, lui, se manifeste par une perte d'intérêt pour les activités habituellement investies, de la tristesse, de la culpabilité, et puis des troubles du sommeil, de l'appétit. Et donc, différentes études mesurent ces symptômes. On voit que dans les mois qui suivent la sortie de réanimation, entre 12 et 47% en fonction des études de ces patients présentent des symptômes d'anxiété et entre 10 et 30% présentent des symptômes de dépression. On voit que ces symptômes diminuent assez rapidement avec le temps par rapport à l'état de stress post-traumatique, que ces symptômes sont associés à des hauts niveaux de fatigue, des troubles de la concentration et du sommeil. Et les facteurs de risque sont des antécédents liés à l'histoire personnelle de chaque personne, mais en lien avec la réanimation, eh bien, la qualité de l'information reçue pendant le séjour en réanimation, les cauchemars et les hallucinations que le patient a pu vivre, et puis la qualité de l'environnement et du soutien après la réanimation. Donc il y a des troubles psychologiques et puis il y a aussi des troubles cognitifs. Il y a plusieurs petites études qui ont évalué les troubles cognitifs chez les patients qui sortent de réa, mais cette étude publiée l'année dernière, c'est une grosse étude qui suit 820 patients. Dans cette étude, l'équipe a mesuré deux choses. D'abord, pendant le séjour en réanimation, elle a mesuré la durée du délirium et puis le recours aux sédatifs et aux analgésiques. Et puis, après le séjour en réanimation, le patient a été vu à 3 mois et à 12 mois et on a évalué chez lui la cognition globale avec une échelle de cognition globale et puis des domaines plus spécifiques dans cette échelle comme la mémoire immédiate ou différée, la construction visio-spatiale et le langage. Alors juste pour vous donner un exemple, mais il s'agit d'une autre étude mais qui porte aussi sur la réanimation, c'est le type d'exercice qu'on peut demander aux patients de faire. Et on leur demande pour cette construction visio-spatiale de reproduire un dessin géométrique. Et vous voyez ici d'abord un patient qui sort de réanimation qui n'a pas de troubles cognitifs qui arrive à reproduire ce dessin. Celui du milieu qui sort de réanimation qui a des troubles cognitifs modérés. Vous voyez qu'il a un peu plus de mal. Et puis le dernier qui est un patient qui sort de réanimation avec des troubles cognitifs importants qui n'arrive pas vraiment à reproduire ce dessin. Donc on imagine là aussi les autres impacts que ça peut avoir sur la vie quotidienne. Et puis cette équipe a aussi évalué la fonction exécutive, la flexibilité cognitive, c'est-à-dire par exemple, on demande à un patient de se concentrer sur un projet, et puis on lui demande tout à coup de basculer et de se concentrer sur un autre projet. C'est cette flexibilité cognitive qu'on va évaluer. Eh bien, dans cette étude, l'équipe montre que 3 mois après la sortie du patient, de la sortie du patient de réanimation, 40% des patients ont des scores de cognition globale inférieurs à ceux recueillis chez des patients ayant subi des lésions cérébrales modérées. Ils sont 34% à 12 mois, ça diminue. Et puis à 3 mois, il y en a 26% qui présentent des scores semblables à ceux des patients modérément atteints de la maladie d'Alzheimer. Et ils sont encore 24% à 1 an. Il montre également qu'une durée de délirium plus longue est un facteur de risque indépendant de troubles cognitifs et de la fonction exécutive à 3 et 12 mois. Ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est qu'un patient sur 4 souffre de troubles cognitifs à 12 mois et parce que là aussi c'était mesuré dans cette étude, la majorité de ces patients ne souffraient pas de tels troubles avant leur séjour en réanimation. Donc il y a bien ce qu'on peut appeler un syndrome post-réa
pour le patient. Il y a une vie après la réanimation, c'est sûr, mais une vie avec des troublés, avec des risques de présenter un état de stress post-traumatique, des symptômes d'anxiété et de dépression, des troubles de la mémoire liés au séjour lui-même et puis des troubles cognitifs. Mais je pense que ce qui est important à retenir, c'est qu'on peut améliorer cette vie après la réanimation en faisant attention à ce qu'on fait en réanimation, donc être attentif à la durée du séjour quand c'est possible, bien sûr, la durée de la ventilation mécanique et de la sédation, mieux prendre en charge le délirium, améliorer la qualité de vie du patient en réanimation, faire attention au bruit, à la lumière et aider le patient à comprendre son séjour en réanimation avec le carnet de bord, et ça Maïté Garouste l'a bien montré. Et puis, donc, on a vu des troubles donc, psychologiques, cognitifs, et puis des altérations dans la vie sociale de ces patients. Ici, il s'agit d'une étude qui nous vient d'Angleterre, un suivi de 293 patients, et on voit que il n'y a pas vraiment d'impact significatif, pas de changement majeur dans le type de logement et dans la vie conjugale de ces patients. Par contre, on voit qu'il y a une réduction des revenus de 33% à 6 mois et de 28% à 12 mois. Et puis qu'il y a une altération également dans la source de revenus. Et on voit par exemple que l'emploi comme source de revenus principale diminue et que les aides de l'État augmentent. Dans cette étude, les patients déclarent pour 25% à 6 mois qu'ils ont besoin d'aide, de soutien, et puis ils sont encore 22% à déclarer avoir ce besoin à 12 mois. Et parmi ces derniers à 12 mois, il y en a 26% qui ont besoin de plus de 50 heures d'aide par semaine. En ce qui concerne la qualité de vie, il y a plusieurs études sur la qualité de vie des patients qui sortent de réanimation. Dans cette étude, on voit que, même si ce n'est pas énorme, mais que la capacité, la mobilité du patient diminue. Il a plus de mal à se laver, à s'habiller, il a plus de mal à faire ses activités habituelles et il souffre de plus de douleurs pas trop fortes et des inconforts. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'après, un an après la sortie de réanimation, même si les scores de ces patients restent en dessous des scores de la population générale, eh bien, les scores de qualité de vie remontent au bout de 1 an. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire au sujet de ces patients? Oui, c'est dur, mais je suis en vie. Ça, c'était un patient qui nous l'a dit. Donc, ces études montrent que la vie après la réanimation peut être complexe, peut être éprouvante. Mais quand on s'intéresse au discours, là, dans les entretiens qu'on peut faire avec les patients, et ça ne ressort pas toujours, évidemment, dans les études plus quantitatives, eh bien, il y a un vécu aussi positif. Ça peut être dur, mais les gens sont quand même heureux. Et il y a eu un très beau témoignage hier d'une jeune femme qui a passé 2 mois en réanimation et qui allait vraiment dans ce sens-là. Ici, ce jeune homme qui nous dit « Je suis beaucoup plus curieux depuis tout ça, je veux profiter des moments, je suis devenu un boulimique de la vie, maintenant j'ai soif de la vie ». Et puis, pour faire le lien maintenant avec l'expérience des familles, un jour, quand j'ai appelé un patient qui était sorti de réanimation, il me dit « Moi, je vais très bien, ils m'ont sauvé, je vais très bien, mais c'est ma femme qui ne va pas bien, c'est à elle que vous devez parler, je suis sûre qu'elle a beaucoup de choses à vous raconter, c'est pas facile pour elle, même maintenant. » Donc, on va voir maintenant quelles sont les séquelles chez les proches. Donc, l'état de stress post-traumatique, on a vu ce que c'était. Eh bien, dans cette étude du groupe Famiréa, on voit que 3 mois après la sortie ou le décès du patient, 1/3 des familles sont à risque de présenter un état de stress post-traumatique. On a pu mettre en avant les facteurs prédictifs de cet état. Et vous voyez en bleu des facteurs prédictifs qui sont en lien avec la qualité de l'information reçue en réanimation. Pour faire court, plus les familles sont insatisfaites de la qualité de l'information, plus elles sont à risque de présenter un état de stress post-traumatique. Et puis en rouge, vous voyez que les patients qui ont perdu un proche en réanimation et qui ont été impliqués dans les décisions concernant le patient sont plus à risque. On a aussi mesuré les symptômes d'anxiété et de dépression chez les proches. À la sortie du patient, on voit que 73% des proches présentent des symptômes d'anxiété, 35% des symptômes de dépression. On voit que les époux sont plus à risque, ainsi que les patients les proches qui perdent le patient en réanimation. Puis on voit que ça diminue quand même assez vite. 3 mois après la sortie du patient, l'anxiété passe à 49%, et puis 6 mois après à 23%. Je vais faire juste une diapo sur le cas particulier des proches endeuillés. Donc, on a vu qu'elles étaient plus à risque de présenter ces différents symptômes.
Deux papiers qui ont été publiés la même année, en 2008, montrent que dans le premier papier, 34% des proches endeuillés souffrent d'au moins une de ces 4 maladies qu'ils ont évaluées. Un état de stress, d'un état dépressif majeur chez 27%, syndrome de stress aigu, troubles paniques, deuil compliqué. Et puis dans la deuxième étude, qui porte plus spécifiquement sur le deuil compliqué, la moitié presque des proches sont à risque de présenter un deuil compliqué. Et je présenterai demain à la session dans les études multicentriques les résultats d'une étude Famirea sur le deuil compliqué qui vient confirmer dans une très grosse cohorte ces chiffres très élevés. Donc il y a là aussi un syndrome post-réa chez la famille. Dans cette revue de la littérature, les auteurs ont pu mettre en avant les facteurs de risque sur lesquels ici on ne peut pas vraiment agir, des facteurs démographiques et puis en lien avec l'histoire personnelle des personnes, et puis des éléments sur lesquels peut-être on peut agir, ou sur certains en tout cas. Donc le niveau de stress élevé est un facteur de risque si le patient est décédé, si le proche était présent au moment du décès, si la maladie était inattendue. Sur la qualité de la communication, là aussi c'est un facteur de risque, donc une information incomplète, un médecin non réconfortant, et puis l'absence de soutien de l'infirmier, et puis les décisions de l'acte et l'implication dans les décisions de l'acte, la manière d'être impliqué peut aussi être important. Et puis, Bertrand Guidé l'a dit tout à l'heure, même chez les patients jeunes, on voit que les proches deviennent des aidants lorsque le patient sort de réanimation. On l'a vu tout à l'heure, les patients déclarés avoir besoin d'aide, et on sait que le plus souvent, ce sont les proches qui apportent cette aide, et cet investissement peut avoir un impact négatif sur la vie professionnelle des proches. Dans cette étude australienne, il s'agissait d'une étude auprès de 71 proches, eh bien, on voit que 3 mois après la sortie du patient, 72% des proches passaient jusqu'à 40 heures par semaine à s'occuper du patient, et il y en avait même 19% qui passaient plus de 60 heures par semaine à s'occuper du patient. Ce sont des personnes qui ont peu d'aide de l'extérieur. Les hommes aidants reçoivent plus d'aide que les femmes. Je trouve ça intéressant. Et puis, en ce qui concerne le vécu de ce rôle, eh bien, à 3 mois, même si c'est peut-être un petit peu tôt pour évaluer ça, le fardeau semble peu élevé. Et l'hypothèse, en fait, c'est que comme le patient a failli mourir et qu'il n'est pas mort puisqu'il est sorti, eh bien, les proches sont tellement soulagés que finalement, ils trouvent que ce n'est pas trop lourd de s'occuper de leurs proches. Mais c'est évalué à 3 mois. Or, on sait que ça peut être très compliqué d'être un aidant. Dans cette revue de la littérature, on voit que les facteurs qui peuvent être des facteurs de risque sont l'âge, l'état de santé de l'aidant, puis l'état de santé du patient. Ça va dépendre aussi du support social, de l'aide que les aidants vont recevoir. Et puis, il y a des impacts donc, qui peuvent être négatifs, des impacts physiques et puis des impacts psychologiques et sociaux, avec de la colère, de la culpabilité, des conflits de rôle et un isolement social. Ici, un extrait d'entretien réalisé auprès d'une dame qui nous dit « Je ne m'accorde aucun plaisir, sinon les magasins sur un coup de tête, mais c'est plus un exutoire pour éviter de sombrer dans la dépression. 1 heure de radio, rire et chanson pour m'évader, mais les moments en dehors de ça sont très rares. Ma vie tourne maintenant autour de mon mari. Et puis il y a mes enfants aussi, je n'arrive pas à m'occuper de moi. » Donc c'est un témoignage, bien sûr, mais c'est tout ça pour dire que ça peut être extrêmement compliqué. Et puis des altérations de la vie dans la vie sociale des proches également. Dans cette étude publiée en 2007, l'équipe a cherché à comparer les altérations dans la vie des proches en fonction du fait que le patient était dépendant avant son passage en réanimation ou non dépendant. Et on voit ici dans cette première figure qu'il n'y a pas de différence significative entre les deux groupes. En tout cas, à 12 mois, eh bien, le risque de présenter une dépression varie entre, on le voit à peu près, 15 et 35%. En ce qui concerne le changement dans le style de vie, à 12 mois, vous voyez qu'il tourne autour de... Enfin, il y a à peu près 20% des proches qui disent avoir changé de style de vie. Et puis en ce qui concerne le fait d'arrêter même de travailler, eh bien, à 12 mois, ça tourne autour d'une quinzaine, enfin à peu près 15% des proches qui disent avoir arrêté de travailler. Tout ça pour dire, et c'est les auteurs qui l'expriment ainsi dans l'article, nos résultats montrent un changement de style de vie et un risque de dépression qui sont beaucoup plus élevés que dans la population générale et similaires à ceux des aidants de patients atteints de maladie d'Alzheimer.
Donc pour terminer, il y a une vie après la réanimation, c'est une vie avec des séquelles psychologiques importantes chez les patients et les proches pendant la première année qui suit la sortie du patient. Après, les choses s'améliorent, avec des altérations importantes de la vie sociale qui peuvent impacter, on l'imagine, sur le long terme. Où s'arrête la prise en charge? Je ne sais pas. Et comment prévenir des séquelles? Eh bien, on peut le faire en réanimation, je l'ai dit tout à l'heure. Je pense que ce qui est très important, c'est qu'il faut préparer les patients et les proches à cette sortie de la réanimation. Et pour cela, il faut que les soignants et tous les soignants aient conscience des difficultés et qu'ils préparent donc les patients et les familles. Après la réanimation, peut-être qu'on peut proposer un suivi et justement quel accompagnement pour ces familles, sous quelle forme et pour les patients avoir. Merci beaucoup.